Je m'appelle Mamadou Niang, je suis géographe environnementaliste, membre de la COJER nationale. En même temps militant au sein de l'Alliance pour la République dans le département de Bakel, responsable de jeunes aussi à Bakel et aussi membre de la coordination communale de Balou. Je suis membre de l'Alliance pour la République depuis pratiquement 2012. 2012 quand j'étais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est à partir de ce moment-là que j'ai été convaincu véritablement par le leadership et la vision de son Excellence le président Macky Sall. Donc c'est depuis mes jeunes années que j'ai adhéré à l'Alliance pour la République et j'ai été justement avec les Thérèse Faye Diouf, les Abdou Aziz Faye et à un certain moment à l'université. Aujourd'hui j'évolue au sein de la COJER nationale, une structure que nos aînés nous ont léguée. Donc nous venons de fêter notre 11e anniversaire. Il faut dire que je suis extrêmement fier d'appartenir à cette formation politique. Parce que tout simplement, l'Alliance pour la République qui a été créée en décembre 2008 a fait 37 mois de lutte pour parvenir à conquérir le pouvoir en 2012. Donc c'est une prouesse extraordinaire. Et aujourd'hui, l'homme que nous accompagnons à la tête de l'Alliance pour la République, l'homme que nous accompagnons aujourd'hui, qui est à la tête de l'État du Sénégal, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, est en train de changer radicalement le visage du Sénégal. Changer de quel côté? Il a changé positivement aujourd'hui le visage du Sénégal. Permettez-moi juste de développer parce que il nous faut aujourd'hui rappeler un peu l'histoire, ce qui s'est passé avant notre accession à la magistrature suprême. Avant notre accession à la magistrature suprême, si on regarde un tout petit peu sur le rétroviseur, l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade, du président Abdoulaye Wade au pouvoir en 2000, entre 2000 et 2012, quels étaient les documents qui justement régissaient la vie économique et sociale du Sénégal? Je parle des référentiels économiques. Aujourd'hui, nous avons le PSE, mais pendant ce moment-là, nous avions quoi? Nous avons eu 2 générations de documents de stratégie de la réduction de la pauvreté. C'est les DSRP, les fameux DSRP 1 et 2, qui ont évolué jusque-là. Et ces DSRP ont été renforcés par ce qu'on appelle l'ESK, c'est la stratégie de croissance accélérée. Mais malgré les efforts du gouvernement, malgré la volonté politique du précédent gouvernement, du précédent régime, je veux dire, il n'y a jamais eu une croissance élevée et constante, durable, je veux dire. Ils n'ont jamais atteint cet objectif-là. Aujourd'hui, le président de la République, Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent, est parvenu à atteindre une croissance en moyenne sur les 7 ans de 6,6%. Et c'est quelque chose de considérable. C'est pas un hasard. Si nous jetons un coup d'œil au niveau de la sous-région, les pays qui nous entourent, aucun de ces pays aujourd'hui n'a une croissance moyenne sur 5 ans de 5%. Je disais que l'élévation consiste justement à l'axe 2 du PSE. C'est le développement du capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et le toit, c'est justement la gouvernance, la paix et la sécurité. Cette métaphore, justement, convient pour comprendre justement le plan Sénégal émergent de manière holistique. Parce que c'est un plan qui prend en charge en réalité l'ensemble des segments de la vie nationale. Il n'y a pas un seul segment de la vie nationale qui a été laissé en rade. Donc ça, il faut véritablement que les gens le comprennent, il faut que les jeunes le comprennent et pour véritablement qu'ils puissent accompagner son excellence, que ce soit les jeunes de l'APR, de mon parti, mais aussi les jeunes de la majorité présidentielle. Et j'élargis le tout à la jeunesse du pays parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin justement de comprendre que la situation dont nous sommes victimes aujourd'hui n'est pas due à ces 7 dernières années, non. La situation remonte à des incorrections qui datent de l'indépendance. Parce que lorsqu'on hérite d'un pays qui a une structure qui a été mise en place par la colonisation, par le colon, et que cette structure-là extravertit complètement le pays. Aujourd'hui, nous avons Dakar et le reste du Sénégal. Nous avions
Auparavant, nous avions plutôt Dakar et le reste du Sénégal. Aujourd'hui, le président est en train de corriger ça, je l'ai rappelé, à travers le PUMA, à travers le PUDC, à travers les promovilles. Aujourd'hui, vous partez à Bakel. C'est le point final du territoire sénégalais. Bakel est limité. C'est mon département. Bakel est limité par la Mauritanie et le Mali voisin. Donc ces deux États aujourd'hui, Bakel, c'est le Finistère du territoire sénégalais. En tout cas, si on part un peu à l'ouest, donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous expliquer. Aujourd'hui, une fois à Bakel, vous verrez le changement radical qui a été impulsé à travers ces programmes, à travers des investissements publics massifs. Donc là, d'ailleurs, je vous demande d'aller visiter Bakel. Vous verrez un changement radical. Et permettez-moi de rendre un vibrant hommage à notre responsable départemental, l'honorable député, maire de Bakel, Ibrahim Babasal. Il a abattu un travail colossal. C'est un pâtisseur. Il a changé radicalement le visage de Bakel. Aujourd'hui, les Bakelois sont fiers de lui. Et il a transformé, je dis bien, radicalement. Vous partez à Bakel aujourd'hui. Ces projets structurants, le centre de télémédecine, c'est un centre qui est équipé justement de technologies de dernière génération, qui permet à un médecin qui est à des milliers de kilomètres, qui est ici à Dakar par exemple, de suivre un patient depuis Bakel, de Dakar jusqu'à Bakel. La place de l'Indépendance, le pavage des routes, la construction d'un entrepôt frigorifique, l'usine de glace est en cours de construction, le nouveau collège de Guidimpal. Toutes ces réalisations aujourd'hui ont changé radicalement le visage du département de Bakel, de la capitale départementale qui se trouve être Bakel. J'estime cet homme parce que tout simplement aujourd'hui nous entretenons une relation filiale. Il me considère comme son fils en réalité. Et tout ce qu'il fait pratiquement pour ses enfants, il le fait pour moi. C'est pour cela que je serai toujours reconnaissant à son égard. Je pense qu'en ce qui concerne le train express régional, il faudrait que les gens comprennent une chose. Il n'y a jamais eu une infrastructure d'une telle envergure dans le pays. Et les normes sécuritaires qui accompagnent le TER doivent être respectées de bout en bout. Un petit accident de train peut causer des pertes en vies humaines incalculables. Et la vitesse à laquelle roule le TER ne nous permet pas de verser dans l'amateurisme. Moi, je suis pour. Non, moi, je suis pour, certes, le respect des délais de livraison, mais je suis autant pour la sécurisation du tracé du TER, mais également permettre aux populations riveraines de ne pas subir les menaces de ce mode de transport ultra sophistiqué. Donc là, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, permettez-moi, le TER va à Diamniadio. La cohérence du choix de Diamniadio par le chef de l'État. Vous savez, tous les présidents qui ont précédé son Excellence Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal savent ou avaient un projet de décongestionnement de Dakar, mais ils n'ont jamais pu le mettre en œuvre. À la différence de le président Macky Sall est venu et il a fait de Diamniadio aujourd'hui un pôle urbain. Le pôle urbain de Diamniadio, c'est justement, c'est pas, je ne dis pas que c'est l'aboutissement de la vision de son Excellence, non, c'est le début de la vision de son Excellence. Parce que si vous regardez, concomitamment au pôle urbain de Diamniadio, il y a le pôle urbain de Lagrose, il y a le pôle urbain de Dagakolpa, il y a la ville de Thiès à côté. Aujourd'hui, tout cet ensemble urbain est appelé à former dans un futur proche une aire urbaine polycentrique. Ce qu'on appelle justement en langage géographique une conurbation. Et cette conurbation, justement, va permettre aux populations de se déplacer à l'intérieur d'un espace urbain qui semble être commun, mais en réalité qui est distinct. Parce que nous avons 3 pôles urbains, la ville de Thiès et la ville de Dakar. Et ça, c'est une cohérence globale extraordinaire. Maintenant, ceux qui disent souvent que oui, Souf Diamniadio Bakoul, mais je pense que c'est un langage défaitiste.
Aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que... Sur le terre un peu. Oui, je reviens sur le terre, mais il faut que j'explique. Parce qu'il y a des gens qui disent véritablement qu'à Diamniadio, la terre n'est pas bonne. Là aussi, il faut une explication. Parce qu'aujourd'hui, la contrainte naturelle ne peut pas être considérée comme étant une limite. Aujourd'hui, le génie technique et technologique nous permet de dépasser les contraintes naturelles. Le milieu le plus hostile du monde, c'est le Japon. Aujourd'hui, vous partez à Kobe, par exemple, à Osaka, mais il y a un aéroport en plein mer. Qu'est-ce qui est plus mouvant que le sable? Il y a juste des normes de construction pour chaque milieu naturel. Il faut respecter ces normes et c'est ce qui se fait à Diamniadio actuellement. Toutes les normes sont respectées et les infrastructures sont en train de pousser comme des champignons. Je pense qu'il faudrait d'abord que l'on comprenne une chose. Le terre fonctionne en bimode, c'est-à-dire en mode diesel et électrique à la fois. Et le TER, en ce qui concerne son fonctionnement électrique, c'est-à-dire l'énergie qui est allouée au fonctionnement du TER n'a rien à voir. Peut-être c'est issu du réseau national de la Sénélec, je l'admets, mais c'est une énergie qui est mise à part. C'est-à-dire c'est une énergie qui est bloquée quelque part à travers notamment les mini-centrales qui sont les transformateurs qui sont au niveau de Colobane. Donc c'est une énergie sécurisée. Maintenant, la hausse du prix de l'électricité, il ne faudrait pas que les gens voient cette mesure-là comme étant une mesure politique. Non, c'est la conjoncture qui le demande. C'est la conjoncture qui demande aujourd'hui que le prix de l'électricité soit augmenté. Ce n'est pas la volonté du président. La volonté du président, c'est que tous les Sénégalais soient dans les meilleures conditions d'acquisition de l'électricité. Vous le saviez tous, l'électricité était subventionnée par l'État. Et aujourd'hui, c'est parce que la conjoncture, encore une fois de plus, a forcé le président qui l'a fait. Ce n'est pas de bonté de cœur que l'électricité a été augmentée. Le président, je vous le dis, s'il pouvait l'empêcher, il allait le faire. Parce que sa volonté aujourd'hui, mais il a pris la décision de réduire l'électricité. Mais si aujourd'hui, cette réduction n'a pas pu être durable, il faudrait plutôt regarder la conjoncture et non la volonté du président. La volonté du président est intacte. C'est de mettre les Sénégalais dans les meilleures conditions de vie. Je vous dis quelque chose. Un État, comme j'ai eu à le dire, ne se gère pas ponctuellement. Vous savez, les besoins d'aujourd'hui, si on se base tout simplement sur eux, on n'avancera pas. Il faut anticiper. Et le président a anticipé. Aujourd'hui, le TER, qui se trouve être un transport sophistiqué de masse, le Sénégal en a besoin, Dakar en a besoin. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui vivent à Dakar, la population exacte de Dakar? Dakar va vers 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, les problèmes de mobilité, les problèmes de promiscuité, il faudrait véritablement ouvrir Dakar. C'est ça, c'est l'objectif du TER. Mis en exploitation, dès qu'il sera mis en exploitation, la ville de Diamniadio va atteindre sa vitesse de croisière en matière de développement. Et toutes les villes, toutes les communes, je veux dire, qui sont traversées par le TER et qui sont sous-urbanisées seront urbanisées parce que les gens n'auront plus cette crainte. Si je suis loin de Dakar, je ne vais plus arriver à mon lieu de travail à temps. Non, le TER, c'est un mode de transport encore une fois plus sophistiqué et minuté. Donc le nombre de minutes que tu feras entre ton lieu de travail, entre le centre-ville et ton lieu d'habitation, tu le maîtriseras. La maîtrise du temps est essentielle pour le développement. Et le TER nous permet d'atteindre aujourd'hui ce genre de choses. Mais depuis l'indépendance, on n'a jamais eu ça, il faut le reconnaître. Les projets qui ont été réalisés par le président, si on regarde par exemple la transformation, l'axe 1, la transformation structurelle de notre économie et la croissance. Prenons par exemple l'agriculture. L'agriculture qui représentait 6 à 7% du PIB en 2012, aujourd'hui représente 16% du PIB. Ça, c'est du progrès. Le hasard ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, la production agricole a été multipliée par 3, 4
Nous avons une production moyenne de riz de 750 000 tonnes. Je dis bien sur la production moyenne de riz sur 5 ans, de 2013 à aujourd'hui. Vous pensez que ça, c'est un hasard qui peut faire ça? Non. Il y a eu le facteur humain, mais également l'achat, tout ce matériel qui a été acheté, toutes ces réformes qui ont été mises en œuvre pour justement atteindre ce résultat. Aujourd'hui, si nous regardons les besoins, les besoins nationaux, notre besoin en riz, c'est 2 300 000 tonnes de riz par an. C'est de cela que le Sénégal a besoin par an. Aujourd'hui, pratiquement, nous produisons plus de 1 million de tonnes. Rien que cette année, nous avons produit plus de 1 million de tonnes de riz paddy au niveau de la vallée et au niveau des autres sites de production. C'est la transformation structurelle de notre agriculture qui a influencé ces résultats. Mais également, les products, les domaines agricoles communautaires. Aujourd'hui, nous en avons 11. C'est une agriculture qui se modernise. Mais également, les exploitations familiales agricoles sont prises en charge. D'autant plus que le président de la République a distribué plus de 650 000. Il a distribué plus de 650 000 unités d'exploitation. Donc tout cela aujourd'hui, c'est des efforts qui ont contribué durablement à l'atteinte de ce résultat-là, à l'atteinte aujourd'hui, la réélection du président. La réélection du président, c'est l'ensemble de ces résultats qui ont été consolidés, qui ont permis au président de passer dès le premier tour. Donc il faudrait le comprendre. Nous ne sommes pas allés... La population a vu, elle a compris et elle a cru. Et elle a voté Macky Sall à hauteur de 58%. Donc ça, c'est des faits. C'est pas une invention. Vous êtes sénégalaise, vous avez vécu la réélection du président avec brio. Se faire réélire à hauteur de 58%. Durant votre premier mandat, vous avez maintenu le cap sur les prix dans le premier nécessité. Deuxième mandat, vous augmentez le prix du courant. Non, c'est pas que ça. Madame, il y a une conjoncture aujourd'hui qui installe. Je ne parle pas du Sénégal seulement. Je parle de l'ensemble de la sous-région. Je parle de l'ensemble du continent africain. Je parle du monde. C'est cette conjoncture aujourd'hui qui fait que même la croissance économique du continent est en train de régresser. Même si le continent reste quand même le moteur de un des moteurs de la croissance mondiale. Il faut le reconnaître. Oui, donc c'est une conjoncture internationale ça n'a rien à voir avec la volonté politique. Donc il faudrait que les gens le comprennent, mais aussi que vous, les journalistes, que vous contribuez justement à faire comprendre cela. Donc la volonté politique du président, elle est véritablement intacte. C'est de rendre vraiment le Sénégal meilleur. Maintenant, vous parlez de réalisation. Je vais parler d'un volet peut-être que beaucoup ignorent ou ils n'en parlent pas. C'est le volet sécuritaire. C'est le troisième axe du PSE. Est-ce que vous avez vu la vitesse de rénovation de notre armée? La vitesse à laquelle notre armée s'équipe. Aujourd'hui, moi je suis environnementaliste. Et toutes les questions environnementales m'intéressent. Et partout où il y a des acteurs, effectivement, qui interviennent sur ce volet-là, je m'y intéresse et je me documente là-dessus. Si vous regardez aujourd'hui que notre marine nationale est capable d'arraisonner des bateaux, de grands chalutiers, des bateaux industriels, de lutter contre la pêche INN, la pêche illicite, non réglementée et non déclarée, c'est parce qu'il y a du matériel. Si notre douane aujourd'hui est capable d'intercepter de la drogue en pleine mer, je ne parle même pas de la drogue qui vient sur terre, non. C'est de la drogue en pleine mer, en haute mer. C'est parce que notre douane est équipée, notre armée est équipée. Aujourd'hui, pour m'expliquer un tout petit peu, le Sénégal, en dehors des
196 722 km². Le Sénégal a une zone économique exclusive de 159 000 km² en mer. Et sur cet espace, nous devons exercer notre souveraineté. Sur cet espace, nous devons veiller à ce que des bateaux non identifiés ne violent pas notre espace maritime. Le président, dès son arrivée en 2013, il a commencé à équiper notre marine en patrouilleurs. Il en a acheté 3 de 2013 à aujourd'hui. Le Kédougou, le Ferlo, le Fouladou. Et c'est des patrouilleurs sophistiqués qui sont équipés de radars rotatifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, notre marine est capable d'intercepter n'importe quel bateau. Il a aussi acheté des vedettes. Il a aussi équipé l'armée de vedettes. On est capable d'intercepter n'importe quel navire non identifié dans nos eaux territoriales, dans nos eaux plutôt territoriales. Donc ça, c'est un progrès. De 1960 à 2012, le Sénégal, c'est au niveau du rivage qu'on s'arrêtait. On n'avait aucune emprise sur la mer. Aujourd'hui, le contexte géopolitique, en tout cas, nous demande davantage d'équiper notre marine. Parce qu'il y a le pétrole à côté. Aujourd'hui, il faut surveiller toute cette zone-là. Surveiller cette zone-là. C'est pour cela que je salue encore la signature du contrat, récemment du contrat avec la France pour encore la livraison de 3 autres patrouilleurs hauturiers qui seront équipés cette fois-ci de missiles. C'est juste là, c'est cela aujourd'hui qu'il faudrait comprendre et vulgariser. Parce que les gens ont soif d'informations en réalité. Il faudrait que les gens comprennent que ce que le président est en train de faire, ça n'a jamais existé ici au Sénégal. Ça n'a jamais existé. Ce sont ces progrès-là aujourd'hui que nous saluons. C'est de cela aujourd'hui, c'est ce qui me rend extrêmement fier d'avoir accompagné cet homme qui est parvenu en un laps de temps, en un seul mandat, à changer radicalement le visage du Sénégal, à aujourd'hui changer, à corriger l'architecture territoriale, parce que à travers le PUDC, le PUMA, à travers les Promovilles, il y a eu un investissement massif dans le monde rural. Mais tout cela, aujourd'hui, ça ne me surprend pas, parce que le président a traversé le Sénégal avant d'être élu. Ville après ville, village après village, hameau après hameau, maison après maison. Il a parcouru plus de 8000 km. Plus de 80 000 km, je veux dire. Et lorsque on fait une telle distance pour s'enquérir des problèmes, on aura forcément des solutions. Parce que c'est la volonté qui lui a poussé à faire ce parcours. Et c'est la volonté aujourd'hui qui a permis d'atteindre ces résultats. Et c'est la volonté qui nous permettra aujourd'hui d'atteindre les 5 accès universels qu'il a définis au niveau du deuxième pape du PSE. Espérons qu'il n'y aura pas d'augmentation sur Non, mais les prix, il ne faut, je pense qu'il ne faut pas trop regarder aujourd'hui. Vous aurez des enfants, j'aurai des enfants. Prions que nos enfants soient dans un Sénégal émergent à l'horizon 2035, dans un État solidaire, dans une démocratie mature. Ça doit être notre prière. Je pense que nous devons avoir un esprit de sacrifice. Avoir un esprit de sacrifice, c'est quoi? C'est que malgré les difficultés qui existent aujourd'hui, nous voyons que les perspectives sont 10 000 fois meilleures que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que justement, le président, il nous a montré là où nous allons aujourd'hui, c'est 10 000 fois meilleur que là où nous nous trouvons aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, l'objectif de la jeunesse républicaine, mais aussi de la jeunesse de la majorité, doit être justement de contribuer au portage aujourd'hui, à la vulgarisation aujourd'hui des progrès qui sont en cours. Parce que nous devons maîtriser ce qui se passe, comprendre en interne,
sortir et vulgariser. Ça doit être notre rôle parce que tout simplement, il faut comprendre que durant tout le premier mandat de son Excellence, la jeunesse a eu ce problème de cohésion, ce problème d'action en synergie. Aujourd'hui, on doit régler ces problèmes-là et se projeter en avant. Parce que son Excellence, le président de la République, Macky Sall, a besoin de cela. D'autant plus que sa vision ne se limite pas à un mandat, comme ce qui se faisait il y a quelques années auparavant. La vision de son Excellence va au-delà d'un mandat électif. C'est une vision, comme je l'ai dit, qui va jusqu'en 2035. Aujourd'hui, pour que ce cap-là soit maintenu, il faut qu'une masse critique de jeunes, que cette masse-là comprenne véritablement c'est là où le président veut aller. Parce que le plan Sénégal émergent, je le rappelle, c'est une cohérence globale. Et cette cohérence globale-là garantit aujourd'hui le bien fondé de la démarche. Parce qu'en réalité, le PSE, c'est le plus grand legs du président Macky Sall. Parce que c'est justement une politique économique active, évolutive, mais aussi résolument tournée vers l'avenir. C'est nous les jeunes. Je pense que la jeunesse doit être davantage conscientisée. Et une fois qu'elle est consciente de cela, elle doit s'imprégner davantage des réalisations, elle doit s'imprégner davantage des progrès en cours, elle doit s'imprégner aussi de là où le président veut aller. Actuellement, on a lancé les 535. C'est les 5 initiatives, les 3 programmes sectoriels nationaux, tu vois, et également les 5 accès universels. Ces 5 accès universels, ces 535 aujourd'hui, c'est dire que l'ambition du président va au-delà d'une ville. L'ambition du président va au-delà de Dakar, de Diamniadio. C'est faire de sorte que tous les Sénégalais bénéficient d'un service de base, de qualité. Aujourd'hui, il faudrait véritablement que la jeunesse de l'Alliance pour la République comprenne cela. C'est tout l'enjeu. Comprendre, maîtriser, vulgariser. Je pense que nous devons aller vers ça et arrêter les querelles, surtout ne pas céder face à certains responsables qui tendent à caporaliser la jeunesse. Le mot de la fin, c'est de remercier l'ERAL de m'avoir invité pour justement m'exprimer à l'occasion de l'anniversaire de notre parti, l'Alliance pour la République. Et je remercie tous vos téléspectateurs et à très bientôt.